Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet Oracle Summit. Alors nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui ici à Station F. C'est une grande fierté d'être dans ce lieu qui est quand même un lieu symbolique de la tech en France. C'est un lieu symbolique aussi qui illustre et qui montre parfaitement la vitalité de l'écosystème tech en France. Et Oracle est très fier de faire part de cet écosystème. Nous sommes fiers, avec nos partenaires, d'apporter l'innovation et les solutions dont nos clients ont besoin pour relever les défis qu'ils se fixent et les objectifs qu'ils se fixent. Alors, ce lieu, c'est aussi le terreau des futurs champions de notre tech qui font la fierté aussi plus largement de notre pays, de la French Tech. Et c'est donc vraiment une grande fierté d'être là aujourd'hui. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Oracle aujourd'hui accompagne à peu près 50% des licornes françaises, environ 30% des sociétés qui font partie du Next 40 avec nos solutions dans leur développement, et notamment notre plateforme NetSuite. Mais aujourd'hui, c'est aussi un jour un petit peu particulier. C'est pour l'ensemble des équipes Oracle le retour, après 2 ans incroyables, dramatiques, le retour aux événements en présentiel. Alors évidemment, plus rien ne sera jamais vraiment comme avant, mais petite confidence personnelle, je vous avoue que ça m'a beaucoup manqué. Alors, si on regarde, et s'il y a un mot, et on se retourne sur ces 2 années passées, et on essaie de les résumer en un mot, je choisirais accélération. Accélération de la digitalisation, naturellement, accélération de l'innovation dans tout et partout. Alors, bien sûr, vous le savez, la pandémie de Covid-19 est un drame, mais ça a été aussi un accélérateur de toutes les transformations et de l'innovation dont je viens de parler. Et si on regarde devant nous, on est déjà dans le 2e trimestre de 2022, on voit cette tendance se confirmer. Cette tendance se confirmer malgré le contexte géopolitique incertain, la digitalisation des échanges, des processus, de tout, dans toutes les entreprises, dans les administrations, pour toutes les tailles et tous les secteurs, s'accélère. Chez Oracle, nous avons quelque part en plus quelque chose qui nous incombe, c'est la confiance que nos clients nous ont matérialisée en nous confiant et en utilisant nos technologies et nos services pour leurs traitements les plus critiques et pour gérer leurs assets les plus critiques. Et cette exigence extrême, c'est ce qui nous anime avec nos équipes, ici en France, mais aussi dans le design et le développement de l'ensemble de nos solutions et de nos services pour accompagner au mieux nos clients et nos partenaires dans cette longue route sinueuse que nous parcourons actuellement. Alors, chez Oracle, nous avons un certain nombre d'ambitions. Et la première, c'est de permettre à nos clients d'innover plus rapidement, de prendre plus de risques, d'essayer et d'échouer, d'apprendre de manière sécurisée, sans renoncer jamais à la performance et au niveau de service qu'exigent ces traitements et ces données critiques. Nous avons aussi la conviction que nous allons continuer d'évoluer dans un monde multi-cloud, hybride, où la réversibilité sera le pendant de l'agilité et de la sécurité. Je pense qu'on peut tous partager aujourd'hui le fait que les gains du digital ne peuvent tout simplement plus être ignorés. Alors, je reviens sur une autre ambition que nous avons.
L'ambition que nous avons, c'est de continuer de convaincre nos clients, de nous faire confiance pour rester cet acteur qui les accompagne sur cette voie. Alors, qui dit transformation accélérée, il y a un certain nombre de sujets qui deviennent un petit peu au centre des discussions. L'hébergement de la donnée, la sécurité, la localisation des données sont des sujets de plus en plus sensibles et cruciaux. Et c'est pour répondre à ces demandes, à ces problématiques et à ces enjeux qu'Oracle a ouvert au mois de novembre une première région cloud à Marseille, 4e lieu d'interconnectivité mondiale, et j'aurais pu y revenir, mais on m'a laissé que 10 minutes, qui vient rejoindre les 37 autres régions qu'Oracle a déployées aujourd'hui dans le monde. Ça démontre, cet investissement démontre aussi la place que revêt la France dans la stratégie d'investissement global d'Oracle en Europe et à travers le monde. La stratégie qui consiste à venir proposer nos services et nos applications au plus près de nos clients et en garantissant sans aucun compromis la localisation de ces données sur le territoire où elles sont hébergées. Mais nous avons aussi, dans la stratégie que j'énonçais un petit peu plus tôt, la possibilité de venir déposer nos services cloud directement chez nos clients à travers nos offres Dedicated Region et Cloud at Customer. L'objectif étant naturellement d'assurer et de laisser le choix à nos clients dans ce monde hybride, multi-cloud et pluriel dans lequel nous vivons. Alors, la technologie a bouleversé de nombreux secteurs. Il y en a un en particulier qui l'a été, c'est le secteur du sport. Et vous l'avez vu, cette journée est placée sous le signe de l'accélération. Alors, il y a un sport en particulier où on peut faire coïncider accélération et transformation par la technologie, c'est la Formule 1. Et donc, nous sommes très fiers, je l'ai dit plein de fois, mais parce qu'on essaye de bien faire, d'être, depuis le début de cette saison, le sponsor titre de l'écurie Red Bull Racing qui est devenue Oracle Red Bull Racing. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a été choisi? Une des raisons majeures, c'est la capacité, et Régis y reviendra tout à l'heure, d'Oracle à permettre à Red Bull Racing, grâce à l'utilisation étendue de nos services cloud, d'analyser en temps réel, pendant la course, l'ensemble des données de leur voiture, de réaliser les développements optimisés liés au cahier des charges de la Formule 1, mais aussi l'apprentissage de leurs pilotes en s'appuyant sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. D'ailleurs, pour peut-être les plus audacieux, ou en tout cas les plus joueurs, j'essaierai de le faire tout à l'heure, vous avez des baquets de Formule 1 simulateurs dans l'espace au-dessus, et je vous invite à aller les tester. De la même façon, un autre sport qui a été révolutionné par l'usage intensif de la donnée, le football, et nous sommes aujourd'hui le partenaire de la Première Ligue en Angleterre, de façon à pouvoir permettre à l'ensemble des fans qui suivent ce championnat de bénéficier de services, de valeurs, d'analyses, leur permettant de comprendre le plus finement possible ce qui se passe pendant les matchs. Mais il y a quand même un sport qui est dans l'ADN d'Oracle depuis très longtemps. Il s'agit de la voile. Et Oracle a investi, contribué à co-créer une course internationale high-tech qui s'appelle SailGP depuis 3 ans. Et pour vous donner un espèce d'ordre d'idée sur l'impact de la technologie dans ce sport, c'est l'analyse de 800 capteurs, de 240 000 points de données qui permettent de délivrer en temps réel
les données aux équipages des bateaux, leur permettant de faire les bons choix, ou en tout cas les choix qu'ils espèrent gagnants. On voit, à travers ces quelques exemples, l'impact de la technologie sur le sport, comme dans bien d'autres secteurs. Mais la technologie a aussi quelque part une autre responsabilité. Et chez Oracle, on s'en rend parfaitement compte. C'est la responsabilité, dans ces exemples sportifs ou dans tout autre secteur, de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone, notamment de ce que nous réalisons avec le numérique et en général. Ça ressemble, et je ne fais aucunement de politique, beaucoup à une approche qu'on pourrait qualifier de Tech for Good. Et cette approche Tech for Good, elle est aussi chère à notre cœur, chez Oracle. Et ça s'est illustré au pire moment de la pandémie, où je suis très fier que nous ayons été capables, en tant qu'organisation, de fournir à de nombreux gouvernements les systèmes d'apprentissage thérapeutique qui ont permis aux médecins et aux patients d'enregistrer l'efficacité des thérapies qui étaient testées. Je crois qu'aujourd'hui, la performance, la sécurité ne suffisent plus. Comprendre et embrasser, se positionner et comprendre que le numérique doit aussi prendre en considération son impact sur les volets sociaux, sociétaux et environnementaux. C'est un autre type de performance et bien sûr l'innovation doit continuer à être dirigée pour innover, moderniser, mais sans créer ce que je qualifierais de monstre technologique. Alors, dans tout ce que nous venons de voir, dans tout ce que nous venons de dire, on se rend compte que la place de la donnée est centrale, son analyse est clé, aujourd'hui et demain encore davantage. Alors, pour nous parler un petit peu de tout ça, je vais appeler sur scène notre vice-président Cloud Strategy, Régis Louis, qui va nous en dire davantage. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui à Station F, ravi d'être avec vous en live. C'est quand même plus intéressant que d'être en face de son écran comme on l'a pu l'être pendant les deux dernières années. Et donc, ravi d'être avec vous parce que le fait d'être ensemble aujourd'hui, c'est un petit peu comme redevenir humain en 2022. Et lorsqu'on parle de redevenir humain, lorsqu'on parle de l'humanité, dans les derniers millénaires, l'homme a toujours cherché à acquérir de plus en plus, toujours plus de connaissances. Dans les derniers millénaires, ça a été une combinaison de ces connaissances alliées à l'intelligence humaine qui a permis notre évolution. Et on a toujours créé de nouvelles technologies pour acquérir toujours plus de connaissances. On a créé les télescopes pour avoir plus de connaissances sur le système solaire, pouvoir prévenir des désastres naturels. On a inventé le microscope pour avoir plus de connaissances sur le corps humain, pouvoir prévenir des maladies graves, pouvoir augmenter notre espérance de vie. Et tout ça, ce sont les technologies qu'on a inventées pour acquérir toujours plus de connaissances. Et aujourd'hui, on est toujours en quête de toujours plus d'informations, toujours plus de connaissances. Connaissances sur nos clients, connaissances sur nos compétiteurs, connaissances sur nos employés. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas nécessairement de créer plus de technologies pour avoir plus d'informations. On a tous, pour la plupart, plus d'informations à notre disposition que l'on est en capacité de traiter. Par contre, il est intéressant d'utiliser la technologie pour avoir une meilleure information. Une information qui va permettre d'être plus pertinente, qui va permettre de prendre des décisions. Et le fait d'avoir cette information plus pertinente, ce n'est pas aussi simple que cela n'y paraît. Ce n'est pas aussi simple que de prendre toutes les informations que l'on a aujourd'hui à notre disposition,
mettre ça dans un grand data warehouse, utiliser des outils d'analytics, et j'ai fini ma transformation. Les challenges vont bien plus loin que cela. Et on a la chance chez Oracle d'avoir été auprès de nos clients pendant plus de 44 ans maintenant, à aider nos clients à adresser ces différents challenges. Et dans les 2 dernières années, malgré la situation que l'on connaît, on a travaillé avec des clients qui ont, malgré ces challenges, vraiment transformé leur organisation, passé au travers d'une transformation numérique avec succès. Et on a compris un certain nombre de principes, un certain nombre de bonnes pratiques de ces clients que je vous propose d'en évoquer quelques-uns aujourd'hui. Tout d'abord, ces organisations qui ont transformé complètement leurs organisations récemment, elles ont le plus grand respect pour les données qu'elles collectent. C'est-à-dire qu'elles passent un temps infini à s'assurer de la plus haute qualité de ces données, à tout le temps questionner ces données. Où est-ce que cette donnée a été collectée? À quel moment elle a été collectée? A-t-elle été transformée? Donc les clients aujourd'hui n'utilisent pas bien sûr qu'une seule source de données dans leurs entreprises. Les données viennent parfois de systèmes externes, viennent parfois de capteurs IoT, viennent parfois des réseaux sociaux. Et donc de la plus grande importance d'avoir une organisation d'un point de vue organisationnel qui assure la gouvernance de ces données avec une vraie responsabilité dans l'organisation de la qualité de ces données. Et d'un point de vue technologique, on a vu ces organisations faire la chasse à toute cette explosion de données dans l'entreprise, faire la chasse à toutes ces feuilles Excel qui se baladent, faire la chasse à toutes ces différentes bases de données, des fois des centaines de bases de données qui uniquement contiennent des copies d'informations qui ne sont pas up-to-date. Ces organisations ont donc fait une vraie consolidation de leurs données pour augmenter de manière significative la qualité des données, parce que s'ils prennent des décisions basées sur les données, ces données doivent avoir la plus haute fiabilité. Une deuxième caractéristique qui n'est pas liée à une innovation très visible, c'est que l'ensemble de ces organisations sont obsédées par la sécurité et la confidentialité de ces données. Ce n'est pas un secret, c'est certainement le même cas dans chacune de vos organisations. Je ne vais pas vous assommer de statistiques qui indiquent les dommages qu'une fuite de données peut avoir d'un point de vue financier, d'un point de vue de la réputation de l'entreprise. On a tous lu ça dans la presse, on est tous tout à fait au fait de ce que ça représente. Mais il y a eu un changement de mentalité en ce qui concerne la sécurité dans les dernières années. Il y a quelques années, j'avais encore des clients qui me parlaient du frein que la sécurité représentait pour aller dans le cloud. Mais cette tendance, elle est en train, je dirais qu'elle s'est même inversée aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des organisations ont compris que le niveau de sécurité qu'on est capable de mettre en place dans le cloud, le niveau d'investissement qu'on est capable de fournir pour assurer la sécurité des données dans le cloud, est tel qu'il est quasi impossible pour une organisation d'arriver au même niveau de sécurité dans son propre entreprise. Et on commence à voir aujourd'hui des organisations qui vont dans le cloud pour des raisons de sécurité. Et ce sont des discussions que l'on a de plus en plus aujourd'hui. Donc un vrai changement de mentalité par rapport à cet aspect de sécurité. Une troisième caractéristique de ces organisations, c'est qu'elles sont capables de trouver la bonne aiguille dans la bonne botte de foin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont capables de trouver la pépite d'information qui va leur permettre de comprendre une situation, de prédire une situation, qui va leur permettre de prendre une vraie décision stratégique. Et si trouver l'aiguille dans la botte de foin, c'est simplement savoir quels sont les produits que Régis a achetés il y a 2 ans dans tel magasin, ça, c'est pas très compliqué. C'est ce que font les bases de données depuis des décennies. La pépite que l'on cherche, c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à définir. On a du mal à poser une question précise pour avoir une réponse. Ça peut être quels sont les facteurs qui causent l'attrition de mes employés dans mon organisation? Quels sont les facteurs sur lesquels je pourrais jouer pour augmenter mes ventes, pour optimiser ma supply chain dans mon organisation? Et ça, ce sont les aiguilles qui valent le coup d'être trouvées. Donc ces organisations, elles ont consolidé leur information, elles l'ont sécurisée, elles ont augmenté la qualité. Et pour permettre de trouver ces aiguilles dans ces bottes de foin, elles ont développé des algorithmes de machine learning pour avoir le plus d'insight possible sur cette information.
Mais de manière encore plus intéressante, elles ont démocratisé cette information dans l'entreprise en la mettant à disposition des personnes qui sont les plus à même de comprendre ces analyses, qui sont les plus à même à prendre des décisions basées sur cette information. Donc la démocratisation de l'accès à l'information a été extrêmement importante dans leur transformation. Une dernière caractéristique que j'évoquerai, qui est plus récente, je dirais, en termes de tendance. C'est une tendance qui est de coupler des informations qui sont statiques avec des informations qui sont dynamiques. Aujourd'hui, si on prend une décision sur des informations historiques, on va prendre des décisions sur des statistiques, ce qui est très bien dans énormément de cas, mais il y a également beaucoup de cas d'usage où il est intéressant d'enrichir cette information historique par de l'information en temps réel. Je vais vous donner un exemple. Si je suis une banque, que je dois approuver un prêt pour un client, je peux très bien baser cette décision sur des données historiques. Quelle a été la tendance de ses revenus, la tendance de ses dépenses? C'est relativement simple. Par contre, si je suis toujours la même banque et que je dois approuver une dépense qui est faite par une carte de crédit, qui va au-delà du plafond du client, il peut être intéressant d'enrichir mon information historique avec des informations en temps réel. Où se situe le client? Qu'est-ce qu'il a acheté dans les 15 dernières minutes? Qu'est-ce que son épouse a acheté dans les 15 dernières minutes? Et coupler ces informations pour prendre la meilleure décision. Et on voit un certain nombre d'organisations qui ont donc utilisé ces différents principes. Et Christophe évoquait Red Bull Racing. C'est un bel exemple d'une organisation qui s'est transformée au travers de ces différents principes. Ça n'est pas juste un sponsorship. Ce n'est pas juste Oracle qui met son autocollant sur une voiture. Cette collaboration, c'est un vrai partenariat technologique que l'on a fait avec Red Bull Racing, où ils utilisent la technologie Oracle pour vraiment impacter de manière très significative leur stratégie et la manière de gagner ou de perdre les courses. Pour vous donner un exemple, cette organisation, elle acquiert un nombre de données extrêmement important dans chacune des courses. C'est des millions de données qui sont capturées. L'importance de la qualité de ces données est extrêmement importante parce qu'ils basent des décisions pendant la course sur la base de ces données. Ce sont des données qui sont, bien sûr, il est nécessaire de les sécuriser. Je ne veux pas que McLaren puisse avoir accès ou Mercedes avoir accès à ces informations. Et puis ce sont des informations qu'ils compilent de manière historique sur tous les entraînements qu'ils ont pu réaliser, sur toutes les courses qu'ils ont pu réaliser, et qu'ils combinent avec des informations en temps réel qui proviennent de la course, qui proviennent des voitures en temps réel, pour pouvoir prendre des décisions pendant la course. Est-ce que c'est le bon moment de s'arrêter? Quels sont les types de pneus que je devrais utiliser? Etc. Donc un vrai exemple d'une organisation qui utilise tous ces différents principes et ces différentes bonnes pratiques que je viens d'évoquer. Et c'est vrai donc dans le monde du sport, Christophe l'a évoqué, c'est vrai pour le CLGP, c'est vrai pour la Premier League qui utilise les flux vidéo, qui incrustent dans les flux vidéo des statistiques des joueurs. Ce sont tout ça des exemples qui utilisent la donnée à l'extrême. Mais ce sont des exemples qui utilisent la donnée à l'extrême avec un parallèle qui est relativement facile à faire avec l'ensemble de vos organisations. De la même manière, vous avez un nombre très important de données à traiter. Vous souhaitez traiter ces données at scale, de manière la plus rapide possible. Vous souhaitez obtenir le plus de pertinence de ces données pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et tout cela dans un environnement qui assure la sécurité et la confidentialité de ces données. Donner quelques exemples au-delà du monde du sport. Et s'il y a un domaine où les données et le traitement de ces données et l'interprétation de ces données est crucial, c'est bien le domaine de la santé. On dit toujours qu'il faut être toujours un coup d'avance devant son ennemi. Eh bien, dans le cadre de la santé, notre ennemi actuellement, et qui a été dans les deux dernières années, c'est le SARS-CoV-2, le virus du coronavirus, le Covid-19. La manière d'être devant cet ennemi, c'est de pouvoir identifier des variants de ce virus de manière la plus rapide possible pour permettre aux différents États de prendre leurs dispositions par rapport à ces nouveaux variants. Et on est très fiers d'avoir collaboré avec l'Université d'Oxford qui a construit un système qui s'appelle GPAS, Global Pathogen Analysis System, un système qui permet à tous les pays de prendre leurs données génomiques, de les anonymiser et de les partager dans ce système pour que l'on puisse analyser l'information génomique et pouvoir identifier des variants le plus rapidement possible.
pouvez imaginer la puissance de calcul que ça réclame. Des traitements qui pouvaient prendre des semaines, aujourd'hui prennent quelques minutes, grâce à ce système GPass qui est aujourd'hui déployé dans le cloud Oracle. Il permet de détecter des variants beaucoup plus rapidement qu'auparavant, et ce temps, c'est du temps qui permet de sauver des vies, et on est très fiers de cette collaboration. Un autre exemple, dans le domaine de l'électricité, c'est National Grid en Grande-Bretagne. Ils produisent l'électricité pour la Grande-Bretagne et ils ont un objectif d'atteindre le zéro carbone en 2025. Ils ont investi de manière massive dans les énergies renouvelables, l'éolien, que ce soit le solaire, et ils ont développé 21 000 algorithmes de machine learning pour pouvoir prédire à quel moment il est le plus opportun de produire tel ou tel type d'électricité. Ils ont déployé ça sur le cloud Oracle et en utilisant ces algorithmes, ils ont été capables d'augmenter de 40% la précision avec laquelle ils peuvent prédire quand créer et produire ce type d'énergie. Enfin, un dernier exemple qui est peut-être plus, on va dire, classique, l'exemple de Deutsche Bank en Allemagne. Deutsche Bank, une des plus grandes banques de la région en Europe, qui a souhaité consolider l'ensemble de ces données pour avoir une meilleure qualité de données, pour pouvoir prendre des décisions sur ces données et vraiment finaliser leur transformation numérique, et faire en sorte de consolider ces données dans un mode de cloud computing afin de pouvoir réduire leurs coûts opérationnels de manière drastique, et également de pouvoir utiliser cette consolidation pour contribuer à leurs objectifs de sustainability et leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc tout cela, ce sont des clients qui ont utilisé ces différentes caractéristiques que j'ai évoquées jusqu'à présent. Ça fait 44 ans que l'on travaille auprès de nos clients pour les aider à adresser ces différents challenges. Dans les différentes actions que vous avez tous les jours, il y a des chances que ces actions, qu'Oracle contribue à une partie de ces actions, que ce soit brancher une prise d'électricité, que ce soit allumer votre robinet. Il y a des chances que la technologie Oracle ou les applications Oracle aient une contribution à cela. Et on continue aujourd'hui à faire des innovations, évidemment, pour continuer à adresser ces challenges. Je vais juste en évoquer quelques-unes. Et il y a des ateliers aujourd'hui qui se passent en même temps que cette conférence, qui vont beaucoup plus loin dans le détail. Commençons par cette stratégie de continuer à rendre l'IT de plus en plus autonome. On a créé, il y a maintenant quelques années, la première base de données autonome, c'est-à-dire avoir des systèmes basés sur de machine learning, de l'intelligence artificielle, où le software est capable de s'opérer tout seul, sans intervention humaine, capable de se tuner tout seul, capable de se patcher tout seul, capable de se sécuriser tout seul. Et le fait de pouvoir faire cela, bien sûr, ça baisse les coûts d'exploitation, les coûts d'opération de manière significative, mais ça permet également de réduire les types d'erreurs humaines qui peuvent arriver, puisque grâce à cette automatisation à l'extrême, et ça permet également de redéployer ces ressources qui auparavant passaient leur temps à faire du patching de système ou de l'administration de bases de données, de redéployer ces ressources à des tâches à bien plus forte valeur ajoutée. Un exemple, c'est Orange Business Services en France, qui utilise l'Autonomous Data Warehouse pour piloter l'ensemble de leur business et pour permettre à leurs employés de passer du temps à analyser ces informations, à mieux servir leurs clients plutôt que de passer son temps à faire l'administration de bases de données et d'infrastructures. On continue également beaucoup d'innovations dans le domaine de la sécurité. Et c'est un travail qui est constant parce que les contraintes de sécurité, les risques de sécurité augmentent quasiment toutes les semaines. Et il y a un aspect extrêmement important de la sécurité, c'est que cette sécurité ne doit pas être une option. Et ça a été notre philosophie tout au long du développement et du design de nos différentes technologies. La technologie est toujours on, toujours par défaut. Le cryptage est toujours par défaut. Et où on a automatisé, et on continue d'automatiser la technologie et la sécurité, parce que le maillon faible en termes de sécurité, eh bien, c'est l'erreur humaine. C'est plus de 80% des problèmes de sécurité sont liés à une erreur d'un technicien, une erreur de configuration. Et plus on est capable d'automatiser la sécurité, plus on est capable de réduire ces risques et ces facteurs humains en termes de sécurité. Donc on a donc fait toute cette automatisation, pouvoir détecter des anomalies en termes de configuration et pouvoir vous alerter,
mais également pouvoir détecter des attaques et y remédier aux attaques automatiquement, sans avoir une intervention directe. Donc un deuxième très grand sujet en termes d'innovation. Un troisième sujet, c'est l'innovation qu'on a pu faire dans le domaine de la data science. Quand on parle de science, on a besoin d'un laboratoire. Et dans le domaine de l'informatique, le laboratoire, ici, ce n'est pas des tubes à essai, c'est le fait d'avoir une plateforme qui permette à vos data scientists de créer les algorithmes de machine learning, en quelques minutes d'aller pouvoir faire le training de leur data model, faire le versionning de leur data model, de faire la gouvernance de leurs différents projets de data science, de pouvoir expliquer le résultat d'un algorithme de machine learning. Et c'est un type de software qui vous permet à vos data scientists d'aller beaucoup plus vite dans le déploiement de ces projets. Un exemple, c'est une grande banque en Espagne qui s'appelle BBVA. Ils utilisent ce type d'environnement pour pouvoir déployer des algorithmes de machine learning pour analyser les comportements de leurs clients et pouvoir offrir des services qui soient personnalisés à chacun de leurs clients. Et puis enfin, un dernier type d'innovation qui est de plus en plus importante, c'est la flexibilité d'adoption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, adopter cette technologie dans le cloud, ça paraît le plus naturel. C'est le plus simple à aller utiliser ces innovations dans le cloud parce qu'on va juste aller provisionner un environnement et pouvoir l'utiliser tout de suite. On va pouvoir avoir la scalabilité dont on a besoin, on va pouvoir avoir l'aspect économique associé au cloud. Mais il reste des organisations, il reste des types d'applications qui ne peuvent pas aller dans le cloud. Que ce soit pour des raisons de régulation, que ce soit pour des raisons techniques. Et pour ce faire, notre stratégie, c'est bien de continuer à offrir notre technologie, nos applications, dans tous les différents types d'adoption, que ce soit on-premise, où vous pouvez faire l'acquisition de cette technologie et pouvoir l'opérer par vous-même, que ce soit dans le cloud public, ou que ce soit avec ce modèle de cloud at customer, où on est capable d'amener le cloud directement dans votre propre data center. Un bel exemple de ça, c'est le Crédit Agricole, par exemple, en France, qui a consolidé l'ensemble de ses données financières dans le cloud Oracle, mais a adopté ce cloud Oracle at customer, étant donné les contraintes réglementaires auxquelles il devait être en compliance. Donc tout cela, ce sont les technologies qui permettent d'avoir plus de connaissances, qui permettent d'augmenter le niveau d'information, qui permettent d'augmenter la qualité d'information, qui vous permettent de prendre les bonnes décisions. Et quelque part, c'est cette combinaison entre cette information de haute qualité que vous pouvez dériver de vos systèmes, cette combinaison avec l'intelligence humaine qui va permettre, comme nos ancêtres ont pu le faire, de driver le futur de nos organisations. Merci. Merci beaucoup, Régis, c'était super éclairant. Avant de te laisser partir, je voulais te revenir et te poser 2 ou 3 questions. Et je voudrais commencer par te demander, on voit sur le marché aujourd'hui, il y a beaucoup d'offreurs de services. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui les clients que tu rencontres à choisir nos solutions en plus d'autres, à la place d'autres? Comment tu vois un peu ça? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hyperscalers aujourd'hui, enfin beaucoup, il y en a quelques-uns. Il y a certainement plus de types de clients différents qu'il n'y a de hyperscalers aujourd'hui et plus de différents types d'applications qu'il y a de hyperscalers aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est que ce que l'on voit dans nos discussions avec les clients, c'est d'utiliser le bon cloud pour le bon type de workload, le bon cloud pour le bon type d'application. D'où l'importance d'avoir un cloud qui permette d'avoir une vraie stratégie multi-cloud. Et je pense que dans l'ensemble des discussions que je peux avoir avec les clients, je ne connais pas beaucoup de clients qui font l'acquisition d'un seul cloud. Et je pense que c'est sage comme décision. Et c'est la manière dont on a fait le design de notre cloud chez Oracle, avec toute l'interopérabilité nécessaire pour pouvoir se connecter à d'autres clouds. On a fait cet accord stratégique avec Microsoft, où on a intégré nos clouds ensemble. Cet accord stratégique avec VMware, où on supporte le workload VMware de manière native dans le cloud Oracle. Je crois que c'est vraiment le message que je peux donner à chacun des clients, c'est de faire sa due diligence, de bien comprendre chacune de ces offres. Et ce n'est pas one size fits all, c'est choisir le bon cloud pour le bon type de workload, suivant le type de technologie qui est utilisée et les avantages que chacun des clouds va pouvoir apporter.
Mais enfin, je comprends, et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on voit bien que, et on a la conviction que l'avenir continuera longtemps d'être multi-cloud, mais on sait aussi que la capacité à innover, elle est aujourd'hui fondamentale pour les organisations. Et donc, dans le choix de leurs partenaires qui leur fournissent ces services cloud, il est clé d'avoir les bons différenciateurs pour pouvoir mettre en place les bons services et innover de la bonne manière. Comment tu vois un petit peu les choses, nous concernant naturellement, aujourd'hui sur le marché? Bon, ce serait plus que de quelques minutes pour pouvoir parler des différents différenciateurs, mais je vais pouvoir en évoquer, en évoquer quelques-uns. Tout d'abord, on a fait en sorte de pouvoir offrir l'ensemble des types de services dans le cloud Oracle. Pas seulement de l'infrastructure, pas seulement les services de plateforme, mais également du software as a service. Et quand je dis software as a service, ce sont les applications horizontales, tout ce qui est HR, tout ce qui est ERP, mais également des applications verticales par type de marché, des applications spécifiques pour le telco, pour la finance. On a plus de 68 logiciels disponibles en SaaS. Donc c'est une complétude de l'offre qui est extrêmement unique par rapport à l'ensemble du reste de la compétition. Il y a un deuxième aspect, et on a créé le cloud Oracle, le cloud qu'on appelle OCI, il y a maintenant 6 ans. On est assez récent comme hyperscaler, et on a donc fait une toute nouvelle génération de cloud avec un focus particulier sur ce que je vais appeler en bon français l'enterprise readiness. C'est-à-dire toutes les caractéristiques qui font que cet environnement permet de prendre des applications critiques d'entreprise et les mettre dans le cloud. Le plus haut niveau de performance, on est capable de garantir ces performances par SLA, c'est unique dans l'industrie. Le plus haut niveau de résilience, le plus haut niveau de gouvernance. Donc, tous ces aspects qui permettent de prendre ces applications critiques d'entreprise et les mettre dans le cloud public. On prend un exemple, la SNCF, c'est un bel exemple d'une entreprise qui utilise d'autres clouds, mais qui a choisi le cloud Oracle pour ces raisons d'enterprise readiness, pour pouvoir déployer leur environnement le plus critique, leur ERP et leur supply chain. Un troisième type de différenciateur, si je peux, c'est l'aspect, on va dire l'aspect coût. C'est peut-être des fois contre-intuitif, mais l'offre Oracle en termes de services cloud est extrêmement compétitive par rapport à la compétition, que ce soit d'un point de vue juste coût d'acquisition, mais également coût d'exploitation et en termes de price performance. Et j'invite chacun à regarder cet aspect-là. Puis enfin, un dernier, si tu me le permets, Christophe. Je prends un peu la parole. C'est le fait qu'on ait fait en sorte que ce cloud soit la meilleure plateforme pour déployer la technologie Oracle et les applications Oracle on-premise, avec un niveau d'automatisation qu'on a créé pour pouvoir faire en sorte de prendre vos applications critiques qui utilisent la base Oracle en rack, etc., et pouvoir les déployer dans le cloud Oracle de la même manière qu'on-premise. Et c'est le seul cloud aujourd'hui qui est capable de prendre ces applications qui sont basées sur la technologie ou les applications Oracle. D'accord. Alors, avant de te libérer, j'ai une dernière petite question, un point que tu n'as pas évoqué, mais qui nous est cher, je le disais tout à l'heure. C'est la notion de comment aujourd'hui ces services peuvent contribuer à être plus responsables, à mieux protéger l'environnement, à être moins gourmands énergétiquement parlant, et comment nos technologies aujourd'hui aident nos clients à contribuer davantage sur ces sujets-là. En fait, tu as évoqué tout à l'heure les 37 régions que l'on a déployées dans le monde. Pour vous donner une idée, on déploie une nouvelle région toutes les 23 jours. Donc c'est énormément d'activités qui sont faites pour aller déployer des nouveaux data centers. Et au cœur de cette stratégie de déploiement, eh bien, on fait en sorte que cette stratégie de déploiement elle ne soit pas impactante d'un point de vue environnemental. Par exemple, en Europe, l'ensemble de nos data centers sont alimentés à 100% par de l'énergie renouvelable. Notre stratégie à 2025, donc dans quelques années, c'est que l'ensemble des data centers Oracle au travers le monde soient alimentés à 100% par de l'énergie renouvelable. Ce n'est pas que l'aspect énergétique, c'est l'aspect également de recyclage. On construit nous-mêmes nos machines dans notre cloud et on est capable de recycler notre hardware à 99,6%. Donc une vraie économie circulaire que l'on est capable de mettre en place dans l'ensemble de nos assets et l'ensemble de nos data centers, avec un programme de réduction d'utilisation d'eau potable très significatif. Donc une stratégie extrêmement ambitieuse en termes d'éco-responsabilité. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Régis. Je vous invite, comme tu disais tout à l'heure, à, si vous le souhaitez, approfondir ces sujets lors des sessions thématiques que vous avez dans la foulée de cette session plénière. Merci beaucoup, Régis. Merci.
Alors, je vais maintenant, si le slide avance, ah oui, la zapette. Je vais maintenant appeler sur scène Stéphanie Achard et David Miala, à mes côtés pour notre prochaine session. Bonjour à tous les deux. Salut Christophe. Content de vous Bonjour à voir. tous. Alors, avant de vous laisser animer la session avec nos clients, parce qu'on a beaucoup parlé jusqu'à présent, mais je pense que ceux qui parlent le mieux de nos technologies, cela reste nos clients. Et on est très content et très fiers de les avoir avec nous. Je voulais vous poser deux petites questions. Alors d'abord à toi Stéphanie, donc on le voit, tu es en charge de nos comptes stratégiques en France. Je voulais un petit peu que tu partages avec nous les grands enjeux que tu vois poindre lorsque tu les rencontres aujourd'hui et comment tu vois un petit peu l'impact du digital et de l'évolution du marché sur l'activité de tes clients, enfin de nos clients. De quels enjeux parles-tu, Christophe? Non, plus sérieusement, je pense qu'on en a vu déjà pas mal jusqu'à présent, mais les 2 dernières années que nous venons de passer montrent bien qu'en fait, on avait déjà des challenges d'accélération avant le Covid, des challenges et aussi des aspects qui ont fondamentalement changé dans la manière dont les clients consomment, dont les entreprises opèrent. On voit aussi que avec ce qui se passe là plus récemment, il y a d'autres points assez compliqués, notamment sur la partie supply, qui font que plus que jamais, les entreprises, de mon point de vue, doivent revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Quels sont finalement les piliers qui sont importants? En règle générale, dans les échanges que l'on a avec les clients, c'est qu'on revient à des choses très pragmatiques. Je ne sais pas si tout le monde se souvient, mais il y a quelques années, on avait certains de nos confrères, un grand hyperscaler aussi dans le business du B2C, qui disait qu'il allait résoudre le challenge de la mort, ou en tout cas éradiquer la mort sur Terre. Bon, à l'époque, ça nous faisait rêver, mais je crois que les 2 dernières années qui viennent de passer nous montrent que le numérique permet de répondre à des challenges qui sont très concrets, pour lesquels l'humain est absolument fondamental. Donc, beaucoup des sujets que l'on couvre avec les clients, c'est comment effectivement amener des services beaucoup plus rapidement, comment embarquer les salariés, comment embarquer aussi ses partenaires et l'écosystème. Je pense qu'on en discutait à midi à table. Je crois qu'on est aussi dans un monde où on peut se poser la question de se dire est-ce qu'on continue à faire de la compétition ou est-ce qu'on se dit qu'on va potentiellement travailler avec des compétiteurs pour résoudre des challenges extrêmement forts d'un point de vue sociétaux notamment. Et je crois que ça, la technologie permet de le faire aujourd'hui. Le tout, on en parlera un peu plus tard, c'est un petit teaser, sur embarquer les salariés, embarquer l'ensemble des personnes dans ce voyage qui est un voyage assez complexe, certes. Il faut arriver à janoler avec des succès court terme. Et je crois que ce qui se passe ces dernières années nous amène aussi à beaucoup d'humilité en réalité, parce que il faut construire des plateformes qui nous permettent de répondre à des challenges aujourd'hui, mais aussi à des challenges que l'on ne connaît pas encore. On a bien vu ce qui s'est passé il y a 2 ans. Et ça, je trouve que on est plutôt dans une époque qui est absolument fabuleuse de ce point de vue-là. Et Oracle, ce qu'on fait humblement, et je crois que nous aussi on se transforme, on en parle souvent ensemble. On veut être plus proche de vous, comprendre vos industries. C'est sûr que vous soyez dans le retail, dans le secteur public, dans la banque et l'assurance, les challenges sont un petit peu différents. Donc passer du temps à comprendre où est-ce qu'on peut avoir de l'impact concret, résoudre des challenges, et ça c'est la plus grande fierté de ce qu'on peut faire aujourd'hui. D'accord. Donc si je résume, toujours plus de technologie, mais l'humain au centre. Absolument. Ça va bien. D'accord. Merci Stéphanie. Alors donc David, j'ai écorché ton nom, je suis désolé pour te mettre à l'aise. Je voulais simplement, avant de vous laisser, te poser une petite question justement plus par rapport aux aspects applications. Donc c'est toi qui lead tous ces sujets-là aujourd'hui en France chez Oracle. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de nouveaux usages digitaux qui ont émergé ces 2 dernières années. Et quel gain concret tu vois en conséquence aujourd'hui de ces nouveaux usages? Alors je sais que vous allez le développer, mais en 2 mots, pareil, un petit teaser. Je vais essayer de faire vite, effectivement. C'est une très bonne question et on a vu, alors je ne vais pas redécrire les 2 dernières années, on les a toutes vécues ensemble, effectivement, et ça a boosté finalement l'innovation, très clairement, et notamment pour tout ce qui est dédié aux applications cloud, dédiées au métier. Donc j'ai envie de te donner 3 exemples concrets d'innovation
qui ont permis effectivement et qui permettent encore toujours d'accélérer, c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui, et puis finalement de perfectionner et d'être encore plus performant et encore plus productif. Donc le premier cas, c'est tout simplement l'interface utilisateur. Les applications métiers ont se sont améliorées énormément sur ces 2-3 dernières années. On est dans le cloud, déjà ce qui n'était pas forcément il y a 2-3 ans de cette manière. Et c'est surtout qu'elle est devenue de plus en plus riche fonctionnellement parlant et de plus en plus simple ergonomiquement parlant. Ce qui permet d'avoir un accès de plus en plus simplement et de plus en plus rapide à l'information pour la traiter et donc pour le coup d'être encore plus productif. Le deuxième point important et le deuxième cas d'innovation, c'est l'intelligence artificielle. On le sait tous, on en parle beaucoup, on le lit dans tous les magazines, journaux spécialisés. Maintenant, l'intelligence artificielle est totalement embarquée dans les solutions cloud, en tout cas dans celle d'Oracle, ça c'est certain. Et ça permet quoi? Ça permet tout simplement de mieux aider l'utilisateur à prendre les bonnes décisions et rapidement, puisque l'intelligence artificielle, ça conseille, ça notifie, ça donne de bonnes idées et ça permet de prendre la bonne décision rapidement pour être, encore une fois, plus productif. Et le dernier cas d'innovation qui commence à apparaître, et en tout cas chez Oracle, on y travaille très dur là-dessus, c'est les commandes vocales. L'idée ici, c'est de donner accès en fait, donc, aux applications métiers via la voix et de en fait, interagir avec des commandes vocales, comme on peut le faire sur son GPS dans sa voiture ou dans certaines voitures. Donc en l'occurrence, là, c'est encore gagner du temps. On n'utilise plus en fait le clavier, tapoter ça prend du temps. Là ici c'est de commander directement donc via la voix une transaction et là pour le coup on est très très productif. Donc voilà, c'est les 3 cas d'usage que je voulais évoquer avec toi. D'accord, écoute, merci beaucoup. Donc après humain et plus de technologie, plus de productivité et plus de performance. Merci beaucoup à vous deux et donc je merci beaucoup à nos clients et je vous laisse la prochaine session. Merci. Merci beaucoup. Alors je vais en profiter, je vais en fait demander à nos invités de venir nous rejoindre sur scène, et ainsi qu'à Lorraine, notre journaliste.